Ne soyons pas cuistres. Éléments de langage. L'interview politique de Nova. Plutôt de l'ordre de la... Bonjour à tous et bienvenue dans Éléments de langage, l'interview politique de Nova, une émission un peu particulière aujourd'hui. Notre invité Thierry Solère, le porte-parole de François Fillon, nous a fait faux bond. Nous serons en ligne avec lui au téléphone, mais il ne sera pas présent en studio. Et la raison qu'il a invoquée pour ne pas venir est intéressante. D'après Thierry Solère, la décision du parquet financier concernant François Fillon pourrait tomber aujourd'hui. Alors pour l'instant, ça n'est pas le cas. Mais la panique est-elle en train de gagner le camp Fillon ? Et puis la présidente du Front National refuse d'être entendue par la police. Marine Le Pen est-elle au-dessus des lois ? Qu'est-ce que les affaires Fillon et Le Pen disent de l'état de notre démocratie ? Du rapport des politiques à la justice, on en parle aujourd'hui avec tous nos invités. Nova. Éléments De langage. Moi, j'ai déjà tout dit sur ce sujet. Alors autour de cette table, Fabrice Lhomme, grand reporter au Monde, notre co-intervieweur habituel, grand spécialiste des affaires politiques et justice. Bonjour. Bonjour. Jackie Coulon, vous êtes magistrat et secrétaire national de l'Union syndicale des magistrats. Arnaud Muller et Karine Lelouette, les journalistes politiques de Nova, vous réalisez tous les dimanches QG de campagne et vous connaissez particulièrement le Front National. Il y a effectivement Davé-Lhomme sur Nova, mais il y a aussi Lelouette Muller en fait. Exactement, c'est les deux duos de la politique à Nova. Et puis Éric Coquerel du Front de Gauche nous rejoindra en fin d'émission. Mais tout de suite, nous sommes en ligne avec Thierry Solère, porte-parole de François Fillon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Thierry Solère ? Vous attendez toujours la décision du parquet financier ? Écoutez, vous avez une manière assez spécieuse de présenter les choses pour vous dire que je fais faux bon. Si je faisais faux bon, je ne serais pas là. Oui, vous deviez être en studio avec nous ce matin pour une émission enregistrée. Si vous parlez, quand vous me posez une question, si c'est vous qui faites la réponse, c'est plus Oui, une question. dites-nous. Donc la question, je vous ai entendu, donc je vous répondais là. Je vous dis, donc c'est une manière un peu spécieuse de présenter les choses parce que votre interview, elle avait été prévue ce matin. Et comme je vous l'ai dit au téléphone, il y a des journalistes qui nous ont dit, qui m'ont dit à moi qu'il y avait cette décision qui arrivait de source judiciaire. C'est toujours très étonnant, ce mode de fonctionnement-là. En tout cas, je ne vous fais pas faux bon parce que sinon je ne serais pas en train de vous parler à l'heure dite de votre émission. Mais est-ce que le fait que votre camp soit dans l'attente de la décision de la justice vous empêche de vous prononcer ? Je ne parle pas vous seulement, mais les responsables de la campagne de François Fillon. On a l'impression que vous êtes un peu paralysé par cette épée de Damoclès judiciaire. Non mais pas du tout. J'ai enregistré hier soir l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier qui sera diffusée samedi soir. François Fillon se rend ce soir dans un meeting à Maison-Alfort. Et je suis moi-même l'invité de votre émission avec grand plaisir. Il y a un sujet judiciaire et il y a un sujet politique. Moi, je suis porte-parole de la campagne de François Fillon. Et bien sûr, la vie démocratique depuis quelques semaines maintenant. Mais quand même, vous dites que c'est ce matin les journalistes qui vous ont prévenu. Et parasité par ce feuilleton qui prend beaucoup de place dans les médias. Et moi, le rôle qui est le mien, le travail qui est le mien, c'est de porter la parole politique de François Fillon à 57 jours aujourd'hui du premier tour de la présidentielle, parce que je pense que l'enjeu de cette élection présidentielle est important. Après, moi, je suis très respectueux de l'institution judiciaire, et elle fait son travail. Et c'est vrai que, et vous êtes journaliste, vous faites le vôtre, je n'ai rien de critique à faire. Non, mais quand même, sur le fonctionnement, Thierry Solère, c'est intéressant. Vous dites que ce matin, vous avez eu des informations par des journalistes, et que c'est ces informations par des journalistes qui vous ont finalement empêché de vous exprimer pendant toute la journée ? Vous en êtes à... Pas du tout de m'exprimer. Et au final, alors, est-ce que vous avez des nouvelles de cette décision ? Est-ce qu'elle va arriver ? Aucune nouvelle. Et je vous dis, ce que vous dites est juste, c'est moi qui vous l'ai dit. Il y a eu ce matin des journalistes de radio et de télévision qui étaient frétillants parce qu'ils annonçaient qu'il y allait avoir une décision du parquet national financier. Moi, encore une fois, je suis porte-parole de la campagne et je réponds aux questions sur les sujets politiques liés à la candidature de François Fillon. J'essaie de ne pas mélanger les registres. Je sais que c'est pas à la mode parce que tout le monde essaie de faire une grande confusion. Les juges jugent et ils sont le seuls à le faire. C'est ça l'état de droit. Les hommes politiques présentent leurs propositions en vue des élections. Et là, il y a une présidentielle. C'est pas une élection mineure. Et vous faites votre travail journalistique comme vous l'entendez et je vais pas à le commenter. D'accord. Mais juste un point sur la décision judiciaire imminente. Nous, ce qu'on nous a dit par nos informations, c'est que l'équipe de campagne de François Fillon avait déjà préparé un communiqué pour réagir à la décision de justice qui est imminente. Je n'en sais rien du tout. Je n'ai pas cette information-là. Non, j'ai pas cette information-là. Mais moi, je ne suis pas l'avocat de François Fillon. Donc, c'est ces avocats qu'il faut que vous posiez la question. Moi, encore une fois, mon rôle, le rôle qui est le mien, c'est de porter la parole de sa campagne électorale sur les propositions de fond. C'est ce que je fais tous les jours. Voilà. D'accord. Et
ponctuellement sur la décision judiciaire donc, qui est attendue et qui est très importante, vous en conviendrez. De toute façon, en gros, vous restez sur la même ligne, c'est-à-dire quelle que soit la décision, ça ne changera rien à la décision de François Fillon. S'il était renvoyé devant le tribunal, s'il y avait des juges d'instruction nommés, ça peu vous importe? François Fillon s'est exprimé sur le sujet. Enfin, oui, il a dit deux choses différentes. Donc, il a d'abord dit qu'il se retirait, ensuite qu'il resterait. En fait, à l'inverse de Marine Le Pen, quand à l'issue de l'article du Canard enchaîné, il y a eu une enquête préliminaire qui a été ouverte, il a souhaité tout de suite, bien sûr, répondre à toutes les questions qui pouvaient lui être posées. Ça a donné lieu d'ailleurs à un grand battage médiatique qui a empêché très largement, au-delà de François Fillon, l'expression de toute idée, de toute campagne électorale. Et je vois bien, moi, les électeurs me disent sur le terrain que ce serait quand même qu'on parle un peu plus du fond, des sujets importants. Et je pense que d'ailleurs, depuis, on arrive à le faire. Enfin, pas à l'instant, là, on reparle de tout ça. Mais et concernant les décisions qui ont été prises, qui ont été annoncées par le parquet financier, la dernière auquel je me réfère, le reste, je n'ai pas d'informations. Donc, a priori, un maintien. A priori, de toutes les façons, François Fillon se maintiendra. C'est sur la dernière, la plus récente en tout cas. Il vous l'a dit, il avait dit que s'il était mis en examen au démarrage de cette affaire, il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle, il ne l'a pas été. Mais il ne pouvait pas être mis en examen puisqu'il n'y avait pas de procédure avec un juge d'instruction, donc il ne pouvait pas être mis en examen au démarrage de l'affaire, il le savait bien. Il aurait pu rapidement, surtout qu'il a largement collaboré à l'inverse de ce que c'est Marine Le Pen à la justice et aux questions qui lui ont été posées, il aurait pu tout à fait rapidement avoir une conclusion du parquet national financier de désignation d'un juge d'instruction. Ça n'a pas été le cas. D'accord, mais juste un point par rapport à Marine Le Pen. D'accord, par rapport à Marine Le Pen, vous dites à juste titre que lui a répondu à la police, il s'est rendu, il a déposé, mais en même temps, dans son camp, soit lui-même, soit ses avocats, soit ses proches conseillers, ses porte-paroles ou son entourage avaient mis en cause assez durement l'impartialité de la justice. Elle a été attaquée, le pôle financier, sa compétence a été mise en cause. Il y a eu des doutes qui ont été jetés sur une instrumentalisation politique. Éric Ciotti, encore ce matin, parlait du fait que Jean-Pierre Jouyet devait être à la manœuvre, etc. Donc la justice a été mise en cause par votre camp, comme Marine Le Pen l'a fait. Alors, je n'ai pas noté que Jean-Pierre Jouyet faisait partie de l'institution judiciaire. Il est le secrétaire général de l'Élysée, ce qui est un rôle assez particulier, d'ailleurs pas très bien défini dans nos institutions, qui n'a pas un rôle structurant dans le fonctionnement de l'administration, et pour autant qui a un rôle tout à fait central dans l'exercice de l'État autour du président de la République. Je parle à M. Davet, à M. Lhomme, qui connaissent bien le fonctionnement de l'Élysée, et notamment celui du président Hollande, largement entretenu avec lui pendant des mois et des mois. Concernant la mise en cause de l'autorité judiciaire, il n'y a pas de mise en cause du tout, en tout cas vous ne trouverez jamais ça dans ma bouche en tant que porte-parole de François Fillon, de l'autorité judiciaire. Il se trouve par contre que François Fillon, c'est un citoyen comme les autres, il n'est ni au-dessus des lois ni en dessous, et qu'il a le droit à des avocats, et que les avocats assurent la défense de François Fillon, et qu'il s'exprime juridiquement. Et voilà, et moi je n'ai pas commenté leurs déclarations et leurs actes de procédure. Ils ont considéré, j'ai vu cela, que la mise en cause, ils considèrent que la saisine de ce parquet national financier ne répond pas au contraire légal. Vous ne pensez pas qu'il Vous conviendrez comme moi, M. Lhomme, que François Fillon a des droits comme tout citoyen et a le droit des avocats. C'est à eux et à eux seuls de définir. On est d'accord. La question était plus précisément de savoir si vous pensez, comme certains dans votre camp, comme Éric Ciotti ou d'autres, qu'il y a un complot politique ou alors que la justice fait son travail de manière sereine. Les deux ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire les deux ne sont pas incompatibles. Moi, je ne mets pas du tout en cause l'institution judiciaire qui fait son travail. Mais alors, en France. Et quel serait le complot politique qui se serait greffé dessus? Un autre sujet que voir que les officiers puissent être à la manœuvre pour essayer de livrer des informations qui sont parfois fausses à la presse en vue de créer du buzz politique, voire d'ouverture d'enquête préliminaire pour vérifier si des faits qui s'avèrent faux sont exacts ou pas. Moi, vous avez vu, par exemple, que j'ai eu un article du Canard enchaîné il y a maintenant 10 jours, sur lequel j'ai annoncé que je portais plainte. Alors, vous savez, souvent, les hommes politiques disent avec les articles du Canard enchaîné, quand ils sont faux, je portais plainte, ils ne le font pas. Alors, moi, je vous confirme que la plainte a bien été déposée pour diffamation, avec constitution de partie civile. L'affaire vous concernant personnellement, c'est ça? Voilà, et que tout ce qui est marqué dans le Canard enchaîné est faux. Ils ont commencé par expliquer que j'ai été poursuivi par la justice pour fraude fiscale. La procureure de la République s'est fendue d'un communiqué en expliquant qu'il y avait une poursuite contre moi. Ensuite, ils ont expliqué que ma femme avait une société de communication et que j'aurais omis de déclarer cela à la haute autorité. Elle existe depuis 13 ans. Enfin, donc, pour résumer, vous avez déposé plainte contre le Canard enchaîné parce que ce qu'ils écrivaient était faux. Est-ce que François Fillon a fait de même contre le Canard enchaîné? Écoutez, ça c'est à ses avocats s'ils le souhaitent de répondre. En fait, la réponse, on la connaît, j'avoue, on la connaît, c'est qu'ils n'ont pas déposé plainte. Donc c'est que c'est pas faux ou... Moi, je ne m'occupe pas, je voulais préciser au démarrage, et je trouve ça plutôt sain, des sujets qui tournent autour de cette enquête
enquête préliminaire sur monsieur et madame Fillon. Ce sont ces avocats qui le font. Moi, je porte la parole politique et je réponds politiquement aux questions que vous me posez. Donc la question que vous m'avez posée, c'est est-ce qu'il y a une mise en cause de l'institution judiciaire? La réponse est non. Et la deuxième question que vous m'avez posée, c'est est-ce que vous considérez qu'il y a des gens qui sont à la manœuvre pour essayer, à 56 jours de l'élection présidentielle, de créer du tourment et du soupçon dans la vie démocratique? La réponse est oui. Mais c'est qui? Qui? Ah, mais écoutez, alors là, pour le coup, on revient au fonctionnement des institutions. Ce n'est pas à moi, ça sera à la justice, le cas échéant, de dire si c'est le cas. Une dernière question d'Arnaud Muller. Thierry Solaire. Je vous ai entendu évoquer Marine Le Pen à plusieurs reprises concernant ces affaires. Ça vous a choqué, vous, qu'elle ne se présente pas à la convocation des enquêteurs? Oui, moi, vous savez, je participe de ceux de la gauche, la droite et du Front National qui considèrent que dans le statut du parlementaire et du parlementaire européen, je le suis moi-même, cette histoire d'immunité parlementaire me paraît une pratique d'un autre âge qui n'a pas beaucoup de sens. Elle est protégée par son immunité parlementaire, donc elle n'est pas contrainte de se rendre aux convocations oui, à cause de cette pratique-là, mais vous voyez, tout ça, pour le coup, je ne le comprends pas bien. Enfin, moi, je ne me vois pas refuser de répondre en arguant un jour de ma qualité de parlementaire à des questions qui seraient posées légitimement. En général, d'ailleurs, quand on n'a rien à craindre et qu'on n'a rien à se reprocher, on répond aux questions. Donc ça signifie que si François Fillon était élu président de la République, ce que vous souhaitez, on sait que l'affaire le concernant va continuer, il sera protégé par son immunité présidentielle. Donc lui non plus ne devrait pas s'abriter derrière cette immunité, vous pensez, de la même manière? C'est un sujet, c'est pas la même chose du tout, hein. C'est un autre sujet. Si, c'est exactement pareil. C'est l'immunité, c'est le fait d'être au-dessus des lois parce qu'on est parlementaire, président ou je ne sais qui. C'est le même sujet. Ce qui me paraît très inexact. Hein. D'abord, vous faites le parallèle entre l'immunité parlementaire et l'immunité présidentielle. Les deux sont des immunités qui n'ont absolument rien à voir et qui n'ont ni la même origine ni le même objectif du tout. Deuxièmement, vous dites que l'immunité, et ça c'est complètement faux, protège des choses. Non, du tout. L'immunité présidentielle, elle n'a qu'un seul caractéristique en droit, c'est de geler pendant la période institutionnelle du quinquennat toute convocation possible devant la justice. Pourquoi? Parce que le président. Oui, mais ça protège, vous ne pouvez pas dire le contraire. Ça protège le président. Ça décale dans le temps. Oui, mais ça n'enlève pas. Ah non, ça ne vient pas au même. C'est très très différent. Sinon, ça voudrait dire que ce serait une impunité et que ça n'existerait pas. S'il devait y avoir, ou s'il y avait eu un jour, d'ailleurs, je crois que le président Chirac avait été redevable de ce sujet-là, à rendre des comptes à la justice. Quand on est président de la République, on ne peut pas, et ça c'est l'immunité présidentielle qui le prévoit, pour des raisons très différentes de l'immunité parlementaire, qui sont liées aux institutions, mais ça serait très long de vous expliquer la différence exacte. Moi, ce que je vous ai dit, pensez à titre purement personnel, je ne m'exprime pas là-dessus en tant que porte-parole de François Fillon, c'est que l'immunité parlementaire ne me paraît pas aujourd'hui être quelque chose qui devrait perdurer dans le fonctionnement de nos institutions. Concernant le président de la République, quel qu'il soit, de gauche, de droite, de tout le temps, c'est un tout autre sujet, ça pose des questions très très importantes. Le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature, il est le garant des institutions et par nature, est-ce qualité qu'il puisse être lui-même injusticiable pendant l'exercice de son mandat est quelque chose de constitutionnellement inenvisageable. Après, c'est un grand débat de droit constitutionnel qui est passionnant, mais je ne sais pas si c'est là-dessus que vous voulez qu'on continue l'interview. Bon, en tout de Thierry Solaire, merci beaucoup de nous avoir répondu en effet au téléphone. On espère vous avoir un jour avec grand plaisir, dans notre studio sur Éléments de langage à Nova. Merci infiniment de nous avoir appelés. On va parler tout de suite avec Jackie Coulon, donc du syndicat de la magistrature, non pas du syndicat de la magistrature d'ailleurs, de l'Union syndicale des magistrats, qui est notre syndicat des magistrats. Alors vous avez entendu Thierry Solaire, pas de mise en cause de l'institution judiciaire, mais en même temps complot politique. Comment est-ce que vous vous situez, vous les magistrats, dans cette campagne? On a l'impression que tout est de votre faute, que vous avez un rôle particulièrement important dans cette campagne présidentielle. Alors d'abord, je tiens à saluer ce qu'a dit Thierry Solaire concernant la justice, concernant ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Fillon, puisqu'il a dit qu'il convenait de laisser la justice travailler sereinement, en toute indépendance, que la justice devait faire en sorte que personne n'est au-dessus des lois et que chacun doit pouvoir s'expliquer. Ça, je fais tout à fait mienne ces déclarations. Là où je n'ai pas d'observation particulière à faire, c'est sur l'existence d'un complot politique, parce que c'est évidemment pas de mon ressort de parler de ressort politique éventuellement. Et puis, l'autre aspect, c'est l'affaire purement personnelle de M. Solaire et de la plainte contre le Canard enchaîné. Bien sûr, mais il y a quand même une mise en cause de l'institution judiciaire de la part des Républicains et de François Fillon et à présent également aussi du Front National sur justement ce complot politique, ces officines. C'est vraiment dire que les magistrats sont soumis
aux politiques et jouent des rôles dans la campagne présidentielle qui ne seraient pas appropriés. Donc il y a quand même, vous n'avez pas envie de répondre là-dessus? Oui, alors ça effectivement, j'ai à répondre là-dessus, que nous sommes dans un état de droit, que dans un état de droit, aucun citoyen n'est au-dessus des lois, quel qu'il soit. Et la loi prévoit en particulier que lorsqu'on est convoqué par la justice, qu'on est convoqué par la police, eh bien on doit déférer à ces convocations. Là, vous parlez de Marine Le Pen, qui a refusé aujourd'hui. François Fillon pu se rendre à son rendez-vous. Elle aurait pu tout à fait se rendre à cette convocation. L'immunité parlementaire qui a été évoquée par Thierry Solaire tout à l'heure, parce qu'elle a une immunité parlementaire en tant que parlementaire européen, effectivement, mais cette immunité empêche le juge de décerner un mandat d'amener, une mesure coercitive contre elle, pour l'obliger à venir devant lui. On aurait fait pour un citoyen lambda, grosso modo. Voilà. Mais l'immunité parlementaire, tant qu'elle n'est pas levée, la protège en ce que le juge ne peut pas utiliser le moyen coercitif pour la faire déposer. Mais évidemment, elle avait la possibilité de venir s'expliquer elle-même. D'ailleurs, je crois l'avoir entendu dire à la presse qu'elle n'avait pas eu à s'expliquer parce qu'on ne lui avait pas posé de questions. Bah si, on voulait lui poser des questions puisqu'elle était convoquée et qu'elle n'a pas voulu déférer à cette convocation. Et si elle avait déféré à la convocation, elle aurait pu s'expliquer. Et si elle n'avait rien à craindre, rien à se reprocher, eh bien, ça aurait été tout de suite établi et il n'y avait pas besoin d'attendre des semaines et des semaines pour savoir ce qui pouvait en être. Il aurait été établi d'emblée qu'elle n'aura rien eu à se reprocher. Et pour l'instant. Et le recours, c'est quoi pour les enquêteurs? La levée de son immunité parlementaire? Le seul recours, c'est que le juge saisisse le Parlement européen pour obtenir la levée de l'immunité parlementaire. Mais c'est une procédure très longue, c'est ça? Ça va nécessairement prendre du temps, oui. On va revenir tout à l'heure sur le Front National, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur notamment l'impact que ça a sur la campagne du Front National. Mais pour terminer sur François Fillon, que son porte-parole défendait tout à l'heure, quels sont les scénarios, en fait, la mécanique judiciaire qui peut être mise en place dans les jours ou les semaines qui viennent? Parce que finalement, cette décision du parquet, elle n'est pas tombée. Qu'est-ce qui peut se passer concrètement? Alors pour l'instant, le parquet national financier a toujours les trois mêmes options que depuis le début. Donc la première option, c'est si aucune infraction n'est caractérisée, un classement sans suite. Mais ça, le parquet l'a quasiment déjà repoussé en faisant un premier communiqué en disant qu'il n'y avait pas en l'état... En l'état. Alors en l'état, est-ce que ça veut dire que les vérifications qui ont pu être opérées depuis la semaine dernière auraient annihilé les éléments qu'il pouvait y avoir? Ça, dans la mesure où moi je n'ai pas accès au dossier, je ne peux pas vous... Bien sûr, mais les deux scénarios les plus probables de l'avis unanime, on va dire, des connaisseurs du dossier, ce serait un renvoi devant le tribunal direct ou alors une mise en examen, une information judiciaire. Ce sont les deux autres options, effectivement. Absolument. Est-ce que vous pensez, dans le cas d'un renvoi devant le tribunal directement, est-ce que vous pensez qu'il serait possible d'audiencer, et même souhaitable d'audiencer un tel procès à quelques semaines des élections présidentielles? Est-ce que c'est techniquement possible déjà? Alors techniquement, rien ne l'interdit, si ce n'est que matériellement, c'est pas facile à organiser, ne serait-ce que en timing de place d'audience, de choses comme ça. Mais techniquement, c'est possible. Juridiquement, il n'y a pas d'obstacle. Et second point, imaginons que ce soit une information judiciaire, ce qui est une autre possibilité. Alors si c'est une information judiciaire, il est clair qu'il n'y aura pas de décision finale avant plusieurs mois, voire plusieurs années, puisque déjà la loi prévoit qu'à la fin d'une instruction, le juge d'instruction notifie ce qu'on appelle un avis de fin d'information aux parties qui ont 3 mois pour faire des observations. Mais et bien sûr, vous avez raison, mais sans aller jusque-là, est-ce que techniquement il serait possible, là, dans la foulée, de ouvrir une information, désigner un ou plusieurs juges, et que les juges aient le temps de mettre en examen, par exemple, M. Fillon, avant l'élection présidentielle, en quelques semaines? Ça, c'est possible, oui. C'est possible. Ça, c'est possible. Et le juge d'instruction... Supposons qu'il y ait une ouverture d'information aujourd'hui ou demain, les juges d'instruction désignés, qui pourraient être de 1 à 3, qui se plongent immédiatement dans le dossier, font l'analyse du dossier, et ils ont la possibilité, comme premier acte, de convoquer les personnes qui leur paraissent éventuellement pouvoir être mises en cause pour les mettre en examen. Ça, c'est techniquement possible, c'est juridiquement possible. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite sur Éléments de langage. Nova. Éléments de langage sur Nova. Interview politique de Nova. Et on écoutait la rumeur, le coffre-fort ne suivra pas le corbillard. De retour sur Éléments de langage, on retrouve Jackie Coulon de l'Union syndicale des magistrats. Une question, Fabrice Lhomme, autour de la place de la justice dans cette campagne présidentielle. Oui, parce qu'on voit bien que se repose à travers les affaires Le Pen ou Fillon la question de savoir s'il devrait y avoir une trêve judiciaire au moment des élections, pas seulement présidentielles d'ailleurs. Est-ce que vous pensez, vous, en tant que magistrat, qu'il devrait y avoir cette trêve ou pas?
en posant la question, vous y répondez finalement. Il ne peut pas y avoir de trêve judiciaire, d'abord parce que aucune loi ne prévoit qu'un temps donné, la justice doit s'arrêter parce qu'on approche d'une élection. Et puis dans une démocratie, on est toujours entre deux élections. Si on nous dit 1 an avant les élections, il ne faut pas enquêter sur ce genre d'affaires, eh bien un an avant, 1 an après, et en fait, ce serait un moyen de paralyser la justice. Il faut laisser la justice, et c'est ce que disait Thierry Solaire tout à l'heure, faire son travail, avancer sereinement. Et la trêve judiciaire, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et il n'y a pas de moment où la justice doit s'arrêter. Tous les citoyens sont égaux devant la loi et tous doivent répondre dans les mêmes délais. Les hommes politiques qui régulièrement, Marine Le Pen encore récemment, brandissent la tradition républicaine qui voudrait que les juges s'arrêtent au moment des élections est totalement inventée, ça n'existe pas. Cette tradition n'existe pas. De façon très claire, je peux le dire, la trêve judiciaire n'existe pas. Ou alors, les parlementaires peuvent faire une loi et dire à ce moment-là, 6 mois avant une élection, les juges devront s'arrêter. Ça nous fera des vacances. C'est tentant, leur donnez pas des idées comme celle-là, parce que je pense qu'il faut y aller très très vite. Hein. Mais effectivement, oui, avec des élections en permanence. Voilà. Alors, du coup, ces affaires, elles ont un impact quand même, et je pense que c'est ce qui déplaît aux candidats, mais elles ont un impact très fort sur les campagnes. Karine et Arnaud, vous êtes reporter politique à Nova. C'est quoi les conséquences concrètes de ces affaires? Enfin, c'est devenu la campagne impossible, en fait, la campagne de François Fillon. Oui, nous, on assiste, on l'a suivi longtemps, là, en plein cœur de la tourmente. Moi, je suis allée à Athis-Mons-en-Essonne. Arnaud, toi, tu l'as suivi à Compiègne. Et on a l'impression que tout est verrouillé. C'est-à-dire que tout d'un coup, on n'a plus accès aux candidats. En gros, il y a deux cas de figure. Soit on a des meetings très organisés, dans lesquels c'est une grand-messe, en gros. Soit on a des situations avec des déplacements où le candidat rentre dans un bâtiment, toute vite fermée, après il s'engouffre, petite porte, il s'engouffre dans le bâtiment, les journalistes ont droit à 0 question, ressort et c'est fini. On a vraiment l'impression d'un verrouillage et on se demande même comment ça peut tenir jusqu'au bout, en fait. C'est une campagne de terrain impossible. Et il est accueilli par ailleurs par des militants, toujours avec un comité d'accueil, qui n'est pas toujours très gros d'ailleurs, mais qui est toujours là, malgré les précautions de son équipe. C'est-à-dire qu'on sait au dernier moment où va se passer le déplacement. Voilà, tout est organisé pour que ça évite ces images qui sont embarrassantes pour lui, mais ils arrivent toujours à retrouver. Et donc, voilà. Et malgré tout, alors ces militants, il y a encore un noyau dur qu'à la fois, qui continue à croire dans... Alors, au meeting de Compiègne, c'était assez frappant, donc la semaine dernière, de voir à quel point quand même François Fillon a quand même une base électorale solide qui, ils nous ont dit, les militants nous ont dit, de toute façon, c'est lui ou le chaos. Donc, ils iront jusqu'au bout. Et pour eux, c'est pas grave ce qui se passe. L'affaire n'est pas importante. Si l'emploi fictif était avéré, pour eux, ça serait pas grave. C'est-à-dire que c'est notre candidat, on y croit, c'est le seul capable de sauver le pays. Quoi. En fait, on a l'impression qu'il est descendu. Aujourd'hui, on est à peu près à 18% et que la base qui reste, c'est les irréductibles. Ouais. Voilà, ils y croient jusqu'au bout. Ça va être plus compliqué. Alors en revanche, il y a un effet très différent sur la campagne de Marine Le Pen. En tout cas, dans les sondages, Marine Le Pen, elle, les affaires ne l'ont pas décroché. Et pourtant, rapidement là-dessus, mais c'est important de le dire, il n'y a pas qu'une affaire Marine Le Pen. C'est-à-dire aujourd'hui, elle répond à une convocation sur ses assistants parlementaires, mais il y a plusieurs affaires. Elle ne répond pas. Elle ne répond pas, d'ailleurs, vous avez raison, Jackie Coulon. Oui, il y a une affaire, il y en a plusieurs, mais il y a une autre grosse affaire qui est en cours, qui concerne notamment la campagne législative de 2012, et une affaire de détournement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais de détournement de fonds publics autour de cette campagne. Il y a aussi une affaire de sous-estimation de son patrimoine immobilier, dans lequel est aussi impliqué le père, Jean-Marie Le Pen. Donc voilà, on a l'impression que les affaires se cumulent, les casseroles s'accumulent, et que malgré tout, c'est un peu de l'eau qui coule sur les plumes d'un canard. Oui, ça ne prend pas, effectivement. Pour l'instant, l'électorat FN reste là, reste solide. C'est la vieille stratégie de la victimisation. C'est de toute façon, elle est attaquée par le système. Et donc, pour l'instant, effectivement, ça glisse, ça n'accroche pas. Alors, Arnaud Müller, vous disiez tout à l'heure, dans le programme de Marine Le Pen, il y a une remise en cause très forte de la justice. Oui, elle propose la suppression de l'École nationale de la magistrature, une usine à gauchistes, dangereux. Qu'est-ce que vous en dites, Jackie Coulon, du programme, en dehors des mises en cause du Front National sur la justice, son programme sur ce volet-là? Alors, l'École nationale de la magistrature est une institution que beaucoup de pays dans le monde nous envient. Et elle est copiée d'ailleurs dans un certain nombre de pays, et on a la chance d'avoir cette institution. Alors, et c'est évidemment pas une usine à gauchistes comme vous venez de la qualifier tout à l'heure. Oui, mais peut-être que dans l'esprit de certains, c'est pas forcément une blague. Oui. Et moi, je peux vous dire que c'est pas le cas. C'est une école qui recrute des gens
sur concours, d'une part, donc c'est la forme la plus républicaine de recrutement possible, et puis il y a aussi d'autres intégrations qui sont également possibles. Il y a une scolarité qui est très complète avec des stages, qui a été réformée récemment après l'affaire Outreau, et donc une scolarité de plus de 30 mois pour les apprentis juges, en quelque sorte, qui me paraît être un outil qui peut-être être amélioré, mais en tout cas qu'il faut absolument préserver. Mais au-delà de cette controverse éventuelle sur le NM, il y a un sujet majeur qui s'impose, semble-t-il, on voit cette défiance qui est en train de s'installer entre une grande partie de la classe politique et la justice. Les attaques sont répétées, elles ne sont pas nouvelles, ça fait plusieurs années qu'on voit ça. Nicolas Sarkozy a eu des mots très durs sur les juges, on s'en rappelle, qui avaient osé soit le mettre sur écoute, soit le mettre en examen, et j'allais dire, et pire encore, le renvoyer devant le tribunal correctionnel. François Fillon se met dans ses traces maintenant, ce qui est un vrai paradoxe. Marine Le Pen en rajoute. Ça vous inquiète pas, ça? Et d'autre part, est-ce que ça a des conséquences sur les justiciables ordinaires, de voir ce comportement de la classe politique par rapport à la justice? En tout cas, ça n'a pas de conséquences sur le comportement du juge par rapport aux autres justiciables. En revanche, ce que les magistrats cherchent toujours, c'est évidemment d'appliquer une égalité à l'égard de tous les citoyens. Personne n'est au-dessus des lois et par conséquent, il y a des enquêtes qui peuvent concerner des hommes politiques. Les hommes politiques n'avaient peut-être pas l'habitude d'être mis en cause, je ne sais pas. Mais la question, c'est de savoir si ces attaques vous affaiblissent en tant que corps constitué. Alors, ces attaques cherchent à atteindre l'image du corps. Ce qui importe, c'est que le travail au quotidien, lui, se poursuit et se poursuit avec le maximum de sérénité pour éventuellement aboutir. Alors aboutir d'ailleurs à des décisions qui peuvent être des décisions de renvoi devant le tribunal correctionnel, qui peuvent être ensuite contestées, CF, l'affaire Big Malion par exemple, ou des non-lieux, puisque vous citiez le nom de Nicolas Sarkozy, il a bénéficié de non-lieux dans un certain nombre d'affaires. Ça montre bien que la justice va jusqu'au bout des affaires et recherche ce qu'il en est effectivement. Est-ce que ça peut parfois renforcer votre détermination, par exemple, le fait que Marine Le Pen ne réponde pas aux convocations? Est-ce qu'au contraire, dans certains cas, ça peut renforcer votre détermination? Ça peut vous piquer à tel point que... Non, ça ne renforce pas notre détermination, parce que la détermination, elle est déjà grande et tout à fait installée dès le départ. Et il s'agit pas, c'est pas un jeu où il s'agirait de réagir de façon épidermique à la position de tel ou tel. Non, il s'agit d'établir des faits, de rechercher si la culpabilité d'une personne est établie ou pas, de façon professionnelle, sans avoir à réagir de façon épidermique. Élément de langage, on remarque une courte pause et un peu de musique. Nova, élément de langage. L'interview politique. Nova. Et on écoutait Les Villards d'émission. Vous êtes sur Élément de langage avec Fabrice Lhomme et Jacky Coulon, magistrat, secrétaire national de l'Union syndicale des magistrats. On parlait des affaires Le Pen et Fillon. Et Fabrice, elle repose la question de l'indépendance du parquet. Oui, parce qu'on a bien vu dans la dernière séquence que de nouvelles attaques avaient été portées contre le parquet de Paris ou le parquet national financier par Madame Le Pen ou par Monsieur Fillon sur le thème de la partialité supposée de ces parquets, au motif que, effectivement, le parquet n'est pas indépendant en France et qu'il est toujours soumis à l'exécutif. Vous en pensez quoi, vous, en fait? Alors d'abord, depuis 2013, la loi interdit au garde des Sceaux de donner des instructions individuelles aux magistrats du parquet. Je peux vous dire que depuis 2013, au moins, cette loi est parfaitement appliquée. Pour autant, effectivement, il existe un soupçon de dépendance du parquet à l'égard du pouvoir exécutif. Pourquoi? Parce que le statut du parquet mérite d'être réformé. Mérite d'être réformé parce que les procureurs sont nommés par le président de la République sur proposition du garde des Sceaux, avec simplement un avis du Conseil supérieur de la magistrature, alors que les magistrats du siège, les présidents des tribunaux de grande instance ou de cours d'appel sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature lui-même. De même, la discipline des magistrats du parquet relève du garde des Sceaux, alors que pour les magistrats du siège, la discipline relève du Conseil supérieur de la magistrature. Ça pose d'ailleurs un autre problème, c'est la composition elle-même du Conseil supérieur de la magistrature, dont l'USM réclame une modification afin que les hommes politiques ne soient plus majoritaires comme ils le sont actuellement.
Alors, Jackie Coulon, on va parler de tout ça avec notre nouvel invité que nous accueillons à l'instant, Éric Coquerel. Bonjour, vous êtes porte-parole du Parti de gauche, soutien de Jean-Luc Mélenchon dans cette campagne présidentielle. On parlait des affaires, Marine Le Pen et François Fillon, et de la place de la justice dans cette campagne présidentielle. Un mot sur le Front National qui refuse, Marine Le Pen, très personnellement, qui refuse de se rendre à la convocation des policiers aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en dites ? Elle est anormale, mais ça ne va pas vous étonner. Depuis le départ, Marine Le Pen a une ligne, pas seulement sur cette affaire, parce qu'il y a eu d'autres affaires précédemment, c'est toujours de vouloir apparaître comme en réalité le système qui veut l'empêcher, la bâillonner, etc. Donc elle fait la même chose. Le seul problème, c'est qu'à certains moments, on a effectivement l'impression que ça lui glisse dessus et qu'elle arrive à jouer comme ça la victime d'un système. Bon, mais c'est pas le cas du tout. Une affaire la rattrape, anormale. Voilà, elle doit se rendre devant la justice. Enfin, il serait étonnant que quelqu'un qui entend présider le pays ne respecte pas la justice de ce pays. Alors elle se protège derrière, on en parlait au début de cette émission, son immunité parlementaire européenne qui fait que les juges ne pourront pas venir la chercher. Comment son discours fonctionne et fonctionne aussi bien sur son électorat ? Parce qu'on voit que sa cote de popularité, elle ne descend pas d'un simple pourcent et on sent que ça glisse, quoi. Ça glisse vraiment sur... D'accord. Donc si je comprends bien, Marine Le Pen considère que les élus sont au-dessus de tout, au-dessus de la justice. C'est ça sa ligne de conduite. C'est étonnant quand même pour quelqu'un qui nous explique sans arrêt que le système, notamment l'Europe, tout le monde est en train de vouloir quelque part la bâillonner. Non, il y a une affaire. J'espère que pour une fois, cette affaire va être menée jusqu'au bout. Moi, je ne me prononce pas sur le résultat, c'est la justice. Mais encore une fois, il y a eu beaucoup d'autres événements avec... notamment le parti qu'elle a créé. Oui, on fait un petit tour des affaires. Bon, ce qui est étonnant souvent, ce qu'on observe, c'est que, bizarrement, on en parle un peu, puis ça s'arrête. Bon, voilà, j'espère que la justice va aller jusqu'au bout. Mais alors, précisément sur la question de l'attitude de la justice, que ce soit dans l'affaire Fillon, dont on parle beaucoup, ou dans l'affaire Marine Le Pen, ou les affaires Le Pen, d'ailleurs il y en a plusieurs, vous avez raison, est-ce que vous êtes convaincu du fait que la justice... et le parquet, en l'occurrence, travaille sereinement et en toute indépendance ? Enfin, écoutez, on va... Je veux dire, quel est le problème vient d'où ? Vient du fait qu'il y a des affaires qui méritent d'être jugées, ou est-ce que c'est la justice le problème ? On a l'impression qu'on inverse on inverse la cause, là. C'est-à-dire... donc oui, moi, enfin, en tout cas, moi, j'ai confiance dans la justice de mon pays. Là, c'est un peu un élément de langage. C'est le titre de l'émission. C'est un peu la langue de bois. C'est ce que tout le monde dit. Tout le monde dit qu'il est. C'est rare d'entendre quelqu'un qui dit qu'il n'a pas confiance. Moi, je parlais du fait. Est-ce que sur l'indépendance des magistrats, vous y croyez vraiment dans ces affaires politiques ? Je crois que très majoritairement, il y a indépendance des magistrats. Après, il y a une politique du parquet. C'est autre chose. Par exemple, moi, j'ai regretté à certains moments que le parquet soit extrêmement dur, par exemple, vis-à-vis de syndicalistes. Qui à certains moments le tribunal décide d'une peine et c'est le parquet qui fait appel parce qu'il estime que c'est pas assez dur. Donc c'est quelque part à un moment donné, il agit au nom de l'État en l'occurrence et il demande quelque chose de plus dur. Mais par contre, j'ai assez confiance dans l'indépendance de la justice. Alors on a l'impression que ça c'est pas forcément le cas ou pas toujours de Jean-Luc Mélenchon qui avait critiqué très vivement il y a un peu moins de 2 ans une décision du parquet de Lyon, qui était une décision de justice tout à fait rendue, on va dire, a priori de manière indépendante, en disant que on avait rendu service à Marine Le Pen. Il avait eu des propos très très durs contre les magistrats. Alors excusez-moi, je ne me rappelle pas de l'affaire. Marine Le Pen avait été relaxée après ses propos sur les prières de rue. D'accord. Voilà, c'est l'affaire des prières de rue. Et donc je vais vous citer les propos juste pour vous. Oui, vous les avez oubliés, ce qui est normal. C'est ce que je vous dis d'abord. Non mais laissez-moi vous dire, il y a une drôle d'ambiance judiciaire autour de Madame Le Pen. Madame Le Pen dorénavant fait ce qu'elle veut, sous prétexte qu'elle a été relaxée. Est-ce que vous croyez qu'un parquetiste, il voulait dire un parquetier, comme ça, tout seul, ne prend aucun conseil, aucun avis et décide qu'il y a relax ? Il allait plus loin en suggérant que j'affirme que Mme Le Pen est instrumentalisée par le système UMP, devenu les Républicains d'un côté, et d'autre part par le PS, parce que c'est son principal et unique argument de vente. En gros, c'est que tout le monde se met d'accord pour protéger Marine Le Pen avec la complicité du parquet. C'était quand même une attaque directe et violente sur l'indépendance de la justice. Eh ben, il y a certains moments, c'est pour ça que je dis globalement, il y a certains moments, effectivement, je vous l'ai dit moi-même, il y a des décisions du parquet que je ne comprends pas, qui me semblent être plus liées, par exemple, à une volonté de politique de répression sociale décidée par le gouvernement dans les affaires de mobilisation contre la loi El Khomri. Mais là, si vous me parlez après du corps de la justice de manière globale, d'accord, des juges devant lesquels, par exemple, se traitent des affaires,
très globalement, je pense qu'il y a une indépendance de la justice. Voilà, je vous donne mon opinion. Après, si vous me parlez de la police, je pourrais vous dire mon désaccord avec certaines brigades, avec certains policiers estimés, mais n'empêche, de manière très majoritaire, je continue à considérer que la police est républicaine. Après, il y a des problèmes spécifiques, notamment dans les cités. Donc, on peut pas comme ça avoir une approche globale qui estime que laissez-moi finir. Qui estime que aucun procureur ou autre est complètement indépendant du pouvoir politique. Bien sûr, on sait que ça existe. Mais si en gros la question c'est de me demander si sur l'affaire Fillon il y a une instrumentalisation politique de la police. Je ne pense pas. Par contre, après qu'il y ait eu des sources qui aient été données à la justice police, ça c'est autre chose. Mais ça, c'est les affaires peut-être internes à la droite, paraît-il. D'accord. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que vous voyez bien qu'il y a un contexte de remise en cause de l'autorité judiciaire et que chacun fait comme ça l'arrange un petit peu. C'est-à-dire que François Fillon ou Nicolas Sarkozy, etc., trouvent que la justice fonctionne très bien quand c'est Cahuzac qui se fait attraper. Par contre, quand c'est contre eux, l'indépendance de la justice est mise en cause. Là, vous nous dites que dans l'affaire Fillon, l'affaire Marine Le Pen, tout se passe très bien. Et vous n'avez pas de doute sur l'indépendance du parquet. Par contre, quand Mélenchon constate que Marine Le Pen est relaxée, d'un seul coup, il y a un complot politique. Donc, est-ce qu'il ne serait pas raisonnable pour des hommes politiques de simplement de ne pas commenter les décisions de justice ? Ah non, je pense qu'on a le droit de commenter les décisions de justice. Non. La justice est indépendante, mais on a le droit d'avoir un avis sur la justice. Excusez-moi, sinon là, on part dans des... je veux dire, c'est normal, c'est un pouvoir, la justice. Elle peut être critiquée comme tout pouvoir à un moment donné sur des décisions qui sont prises. Il y a des tribunaux, on le sait très bien, par exemple, qui sont plus ou moins durs avec certaines affaires que d'autres. C'est normal, parce que derrière la justice, il y a le droit, mais il y a aussi, à un moment donné, des gens qui jugent en fonction aussi de ce qu'ils sont. Alors, précisons, parlons des affaires à connotation politique. Pas des affaires de faits divers ou des affaires sur des faits de société, mais sur des implications politiques. Est-ce que vous ne pensez pas que la prudence serait de mise, sachant qu'on voit bien qu'aujourd'hui l'institution judiciaire est mise en cause? J'ai pas l'impression, très franchement, vous me parlez de cette affaire de Jean-Luc avec à Lyon, je me rappelais pas, ou même moi, je me suis déjà exprimé par rapport au parquet là sur des affaires, je vous le dis, de criminalisation du mouvement social. Je n'ai pas l'impression que de notre côté, ça soit une très grosse spécialité de France Insoumise, du parti de gauche, de sans arrêt critiquer la justice. Voilà. On demande plutôt, d'ailleurs, dans notre programme, plus de moyens pour les magistrats, les greffiers, de façon à ce qu'ils puissent faire leur travail de manière correcte, parce qu'ils ont subi, et d'ailleurs, ce qui explique aussi à un moment donné les problématiques de fonctionnement, des vraies étapes. Ils ont été les premières victimes des politiques d'austérité, et il serait temps qu'ils aient plus de moyens. Merci Éric Coquerel d'être venu dans notre émission. Arnaud Muller, ce dimanche, la politique continue sur Nova avec QG de campagne. On va consacrer entièrement notre émission aux affaires du Front National. Vous voyez, on en parle. Et avec notamment des anciens du Front National. Il faut se méfier des anciens parce qu'il y a 8 à 10% des élus du Front National qui ont quitté ce parti. Et donc ils parlent aujourd'hui, ils parlent de plus en plus et ils disent des choses passionnantes. Donc on leur a tendu le micro et on a enquêté là-dessus. Voilà, c'est dimanche 13h. On écoutera ça dimanche, QG de campagne avec Karine Lelouette. Merci à tous. Fabrice Lhomme, on se retrouve vendredi prochain à 18h30 pour Éléments de langage. Merci Jackie Coulon et Éric Coquerel. Tout de suite, on retrouve Ariel Wiesman. C'est connu, inconnu. Nova. Éléments De langage. Moi, j'ai déjà tout dit sur ce sujet. Nova. Éléments de langage. en podcast sur novaplanète.com. Nova.